fois pour une vidéo sur le système monétaire. Comme promis, je suis au rendez-vous. Abonnez-vous à cette chaîne pour commencer. Cliquez sur s'abonner, likez la vidéo et nous démarrons. Nous avons parlé de l'argent. Qu'est-ce que l'argent? À quoi sert l'argent? Et nous avons longuement parlé, en gros, de ce que vous savez déjà. Et cette fois-ci, pour appréhender l'évolution des différentes formes de monnaie, il faut comprendre l'origine de la monnaie. Tout d'abord, une croyance fausse circule selon laquelle la monnaie aurait remplacé le troc et que c'est après la monnaie que serait apparu le crédit. Il faut dire que le troc, entendu comme échange d'un bien ou service contre un autre, n'a existé que dans des circonstances particulières de guerre ou d'instabilité. Dans l'Antiquité, si un individu A venait à demander un sac de fruits à un individu B, ce dernier devrait attendre des jours ou des mois avant de se voir remboursé par l'individu A un sac de riz ou un sac de blé. Ainsi, les échanges se faisaient de gré à gré sur la base de la confiance selon le principe partagé qu'un bien ou service reçu devrait être remboursé. Comme vous le voyez, le point focal de ces échanges est bien la dette, appelée le crédit. Il n'y a pas encore de monnaie. Le volume croissant de ces échanges va faire intervenir l'unité de compte, par exemple l'étalon, concept virtuel permettant de déterminer le prix. Si vous empruntez alors 5 unités de fruits, il vous faudra, le moment venu, rembourser l'équivalent en tête de bétail ou en blé, selon ce que vous aurez convenu. Vu l'importance croissante des échanges, il devenait nécessaire de savoir compter, lire et écrire, mesurer et peser et de recourir à un arbitrage en cas de litige. Ces rôles seront dévolus aux écoles et aux tribunaux afin d'apprendre à assurer une meilleure comptabilité des dettes. Ce n'est que plus tard, dans les récits bibliques, que nous avons lu que Abraham aurait acheté un champ dans lequel il a enterré sa femme. Et plus tard, son petit-fils Jacob donne de l'argent à ses enfants afin d'aller acheter de la nourriture en Égypte pendant la grande famine. L'argent, la monnaie donc serait née beaucoup plus tard et historiquement, c'est autour du 7e siècle, soit 700 ans avant Jésus-Christ, que des castes dirigeantes ou des monarques vont émettre des objets en argent et en or pour payer des soldats, afin de conquérir des territoires ennemis. Dans le même temps, ils levaient l'impôt et taxaient sur les populations paysannes. Il fallait donc disposer de la monnaie pour éteindre ces dettes vis-à-vis de la classe dirigeante, d'où le pouvoir libératoire de l'argent. Ainsi, les soldats échangeaient de gré à gré, de gré ou de force, une partie de leur solde contre la nourriture et des vêtements aux marchands et aux paysans qui, dès lors, en avaient besoin pour se libérer du joug appelé abusivement dette. Parler de dette suppose que vous avez reçu un bien ou bénéficié d'un service que vous devez rembourser. Ce n'était pas le cas dès lors que la classe dirigeante pouvait se procurer des marchandises, des armes, des biens de consommation avec la monnaie qu'elle percevait sous forme d'impôts et de taxes qu'elle seule pouvait émettre. Ne pas payer ces impôts ou ces taxes vous exposait à l'esclavage, à la prison ou aux tortures de la part de la classe régnante ou de votre créancier, parfois jusqu'à ce que mort s'en suive. La monnaie collectée sur le peuple servait donc à s'approprier une partie des biens de la classe laborieuse. Ainsi se mettaient progressivement en place
des classes qui s'enrichissaient sans devoir travailler. Plus on disposait de monnaie, et plus on pouvait engranger de marchandises et services pour soi et pour les siens. De plus en plus, la monnaie s'imposait comme instrument de paiement, ce qui, reconnaissons-le, facilitait les échanges. Plus tard, au Moyen Âge, l'or et l'argent devenaient des monnaies qu'il fallait transporter en grande quantité à la faveur d'un commerce de plus en plus florissant. Une partie du métal précieux est alors confiée à la corporation des orfèvres. Dans un premier temps, les marchands déposaient d'importantes quantités d'or chez les orfèvres contre des titres nominatifs qu'ils leur délivraient et avec lesquels ils pouvaient acheter comme avec de la monnaie papier. Progressivement, ces titres devenaient non nominatifs. Lorsque les marchands venaient retirer leur or, les orfèvres les sortaient du coffre-fort, reprenaient les titres qu'ils détruisaient et exigeaient pour eux-mêmes un intérêt pour le service rendu. Ensuite, les orfèvres eurent l'idée de prêter l'or des marchands à d'autres marchands. Ils émirent alors des titres, plus qu'il n'y en avait de réserve d'or, tant que les marchands ne venaient pas retirer la totalité de leur quantité d'or. S'apercevant que ce moyen de paiement était accepté pour le commerce, ils émettaient pour eux-mêmes des titres pour leurs propres dépenses. À l'époque contemporaine, c'est l'État ou un groupe d'États qui mandate une institution afin d'émettre des pièces de monnaie et des billets. C'est la Banque centrale. La monnaie est appelée monnaie fiduciaire, c'est-à-dire basée sur la confiance. C'est aussi appelée la monnaie centrale corporelle. Elle est composée de billets de banque et de pièces de monnaie. En dehors de cette institution chargée d'appliquer la politique monétaire, personne n'a le droit de fabriquer de la monnaie. Une législation est mise en place. Des tribunaux et forces de l'ordre sont chargés de veiller à l'exécution de ce privilège confié exclusivement à la Banque centrale. À côté de la Banque centrale, il y a les banques commerciales privées. Ce sont des banques secondaires. Ce sont les banques des particuliers et des entreprises. On peut citer ING en Belgique, BNP Paribas Fortis, CBC, Belfius, Rabobank aux Pays-Bas. Ils sont, avec le Trésor public, les seuls clients de la Banque centrale. Les banques commerciales privées ont quant à elles le privilège de substituer la monnaie corporelle créée par la Banque centrale par la monnaie scripturale privée qu'elles créent dans le système informatique de leur comptabilité. Cette monnaie est un ensemble de données chiffrées. Si vous déposez 5 000 € dans une banque, celle-ci récupère vos billets qu'elle range dans son petit coffre. Puis, elle vous ouvre un compte qu'elle crédite du chiffre 5000. Ce sont des unités de compte, ce qui signifie qu'elle vous doit 5 000 €. Elle inscrit ce chiffre au passif de son bilan. Cette somme vous sera convertie en euros lorsque vous irez la retirer tout ou partie. Les banques commerciales privées redistribuent donc une partie de la monnaie centrale corporelle à leurs clients et gèrent les modes de retrait et de paiement sous forme de chèques, de cartes bancaires, de virements et de prélèvements. Ces banques sont des entreprises privées et donc font du profit. Elles distribuent des pièces et billets de banque. Elles créent la monnaie par l'octroi du crédit, ce qui permet à l'État de prélever des impôts et des taxes.
Si vous empruntez 100 000 € à votre banque, elle écrira ce chiffre à l'actif de son bilan et vous le verrez aussitôt apparaître au crédit de votre compte bancaire et sur votre relevé bancaire. Vous pourrez acheter des biens et services avec cet argent par simple retrait ou virement. Ce n'est ni l'argent des déposants, ni l'argent de l'État, ni a fortiori l'argent de la banque elle-même. C'est de l'argent créé ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. On dit que la banque commerciale réalise la création monétaire. Lors du remboursement, la banque détruira cet argent chiffré dans son système informatique et conservera uniquement les intérêts pour acquérir des biens. C'est la destruction monétaire. Les intérêts constituent pour la banque la part qui lui appartient désormais. C'est bien ce que faisaient les orfèvres au Moyen Âge. Les titres émis par les orfèvres représentaient les chiffres que vous avez sur votre compte. Et votre dépôt d'argent lors de l'ouverture de votre compte ainsi que les dépôts successifs représentent l'or des marchands. Comme les orfèvres émettaient plus de titres qu'il y avait de réserves d'or disponibles, ainsi les banques ont le privilège de se faire du crédit pour couvrir leurs propres dépenses. Considérons deux clients d'une même banque commerciale. Le client 1 effectue un transfert de 7 000 € vers le compte du client 2. La banque diminue, on dit qu'elle débite, le compte du client 1 de ce montant et augmente, on dit qu'elle crédite, le compte du client 2 du même montant. C'est une simple manipulation de chiffres. Considérons maintenant deux clients de deux banques commerciales distinctes dans les mêmes conditions. Ces deux banques étant concurrentes, l'opération sera différente. La banque commerciale A débite le compte de son client du montant, puis la banque centrale convertit ce montant en monnaie centrale qu'elle met à la disposition de la banque B qui le récupère à son tour avant de créditer le compte de son client de ce montant. Comme vous le constatez, les banques commerciales n'acceptent de se faire payer par une banque concurrente que de la monnaie centrale, monnaie en cours légale de l'État. Considérons trois clients d'une même banque commerciale ayant au total 30 000 € sur leur compte. Ils se présentent tous les trois au guichet et veulent faire le retrait de ce montant. Alors, considérons trois clients d'une même banque commerciale ayant au total 30 000 € sur leur compte. Ils se présentent tous les trois au guichet et veulent faire le retrait de ce montant. La banque ne dispose que de 20 000 € en monnaie centrale, c'est-à-dire en billets et pièces de monnaie. Dans ce cas, la banque est potentiellement en faillite, car elle ne peut couvrir que 2/3 de ses obligations légales. Si les clients mettent leur projet à exécution, c'est le bank run, car il manque 10 000 unités de compte à la banque pour honorer ses engagements.
Ce principe de la couverture partielle de dépôt est aussi appelé système à réserve fractionnaire. L'État prévoit un fonds de garantie des dépôts bancaires afin de protéger les déposants, les épargnants et les investisseurs en cas de défaillance. La plupart des banques belges gèrent des dépôts nettement supérieurs au montant de ce fonds. Par conséquent, une faillite généralisée ou tout simplement une faillite de grande banque provoquerait à coup sûr la perte d'une grande partie des dépôts bancaires. Raison pour laquelle l'État vole à leur secours en cas de faillite des grandes banques. Ainsi, les banques privatisent leurs gains et socialisent leurs pertes. Dans la pratique, les banques disposent dans leurs coffres moins de billets de banque disponibles qu'il y a de montants sur les comptes de leurs clients. En effet, le montant de chaque compte bancaire n'est qu'une reconnaissance de dette de la banque envers son client. La loi impose à la banque de convertir ce montant en euros pour le client lors du retrait. La banque a pour richesse son patrimoine immobilier, ses investissements et sa monnaie centrale qu'elle dépose dans son compte domicilié à la banque centrale. Un retrait réalisé au distributeur d'une banque commerciale concurrente est une fuite pour votre banque car la banque concurrente va se faire payer en monnaie centrale, c'est-à-dire en billets de banque et en pièces de monnaie. En d'autres termes, elle n'acceptera de se faire rembourser que sur la richesse de votre banque qui, de ce fait, s'appauvrit. La conséquence immédiate est que des frais minimum de 50 centimes vous seront prélevés sur votre compte si l'opération se produit en Belgique. Il faut donc serrer la ceinture. À chaque fin de journée, une autre institution appelée la Chambre de compensation fait le bilan des opérations journalières et calcule le différentiel qu'une banque doit à une autre. Supposons que vous avez transféré 2500 euros vers une autre banque et que vous avez reçu un transfert de 500 euros seulement. Cela fait une différence de 2000 euros. Votre banque va devoir s'appauvrir de 2000 euros auprès de l'autre banque par la conversion de ce montant en monnaie centrale via la banque centrale vers la banque bénéficiaire. Rappelons que les banques commerciales étant des entreprises privées ont des comptabilités privées et n'acceptent pas les unités de compte de leurs concurrentes, préférant se faire payer en monnaie centrale. Nous avons vu que les unités de compte, ce sont les données chiffrées que la banque marque dans le système informatique de sa comptabilité et que vous apercevez comme étant le montant que vous avez dans votre compte bancaire. Et nous disons que c'est une monnaie scripturale privée qui est créée à partir de rien par votre banque. Il nous reste un acteur important du système financier, c'est le trésor public ou l'État. C'est la caisse de l'État qu'on appelle le trésor public. Cette caisse est principalement alimentée par le versement des impôts et des taxes. Le trésor public effectue les dépenses de l'État, le fonctionnement, les traitements des fonctionnaires et agents, les fournisseurs, les infrastructures, les investissements. Son compte bancaire est domicilié à la banque centrale. Le trésor public n'accepte de paiement qu'en monnaie de l'État ayant cours légal ou monnaie centrale corporelle, c'est-à-dire en billets et pièces de monnaie. Lorsque vous payez vos impôts au compte du trésor public, votre banque commerciale privée procède de la même façon qu'elle rembourserait une banque concurrente. Elle convertit ce montant en monnaie centrale auprès de la banque centrale avant que celle-ci ne la transfère sur le compte du trésor public. La même opération se produit en sens inverse
lorsque le Trésor public paie un fournisseur dont le compte est domicilié à la banque commerciale privée. Laissez-moi prendre un peu mon souffle. À partir de 2007, le traité de Lisbonne interdit désormais aux États membres signataires d'emprunter auprès de la BCE, la Banque centrale européenne. Les États devront alors se tourner vers les banques secondaires pour réaliser ce type d'opération. Que dit donc le traité de Lisbonne? Lisons-le. L'article 123 du traité de Lisbonne stipule: il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres, ci-après dénommées Banque centrale nationale, d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, organes ou organismes de l'Union, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publiques des États membres. L'acquisition directe auprès d'eux par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales des instruments de leur dette est également interdite. En clair, les États signataires s'interdisent de se financer directement à taux zéro auprès de leur banque centrale ou de la Banque centrale européenne. Ils sont obligés de s'adresser aux banques privées, qui sont des banques secondaires, qui leur proposent les taux qu'elles décident elles-mêmes, tout en se finançant elles-mêmes actuellement à un taux quasi nul auprès de la Banque centrale européenne. Maintenant, intéressons-nous à ce qui se passe dans la comptabilité d'une banque. Elle ressemble naturellement à la comptabilité d'une entreprise. Son bilan présente à son actif ce qui lui appartient et à son passif ce qui ne lui appartient pas. J'ai dit précédemment que le montant de votre compte bancaire est une dette de la banque envers vous, traduit par des chiffres qui ne sont autres que des unités de compte convertibles en euros lors du retrait. Ces montants figurent donc au passif du bilan de votre banque. Considérons que vous déposez 70 euros, ou en français 70 euros, sur votre compte bancaire et que la banque vous fait crédit de 1000 euros et 60 euros d'intérêt. Au bilan de la banque, il y aura un montant de 1060 à l'actif et un montant de 1070 ou 1070 en français au passif. La banque n'a fait qu'augmenter les chiffres de votre compte d'un capital de 1000 euros à partir de rien. Elle a donc monétisé sa créance sur vous de 1000 euros. C'est la création monétaire. À chaque remboursement, ce montant va diminuer progressivement du même montant à l'actif et au passif selon l'échéancier de remboursement. À la fin de l'échéancier, le bilan de la banque se présentera comme suit: 0 à l'actif et 10 au passif. La banque a donc annulé des chiffres. C'est la destruction monétaire. Les comptes des autres déposants n'ont pas été modifiés durant toute l'opération. La banque a donc créé et détruit de la monnaie scripturale à partir de rien. Les unités de compte créées par la banque lors d'un crédit et convertibles en euros lors du retrait constituent la masse monétaire en circulation et dans nos poches. Nous achetons des biens de consommation et des services. Les vendeurs de ces biens en achètent d'autres pour eux et ainsi de suite. C'est l'argent du crédit qui circule ainsi
commerce sur le marché et sur les comptes bancaires par virement. Ainsi, c'est le crédit qui fait le dépôt et non l'inverse. Nous disposons de cet argent chaque fois qu'un particulier, une entreprise ou un État a emprunté à une banque. Nous avons vu que la banque peut se faire du crédit pour couvrir ses dépenses. C'est le cas lorsqu'elle ouvre des comptes pour ses salariés et leur crée des unités de compte, données chiffrées sur les relevés bancaires. En monétisant ainsi ses dépenses, la banque se crée des dettes pour assurer ses frais de fonctionnement. Lorsque la banque fait des prélèvements sur un compte, elle diminue sa dette envers le titulaire du compte par l'annulation de chiffres. Loin d'être un prêt ou un emprunt, le crédit apparaît comme une location de paiement. Nous illustrons cela par l'histoire que voici. Considérons 10 individus se retrouvant face à un banquier sur une planète. Pour échanger leur production, le banquier leur propose d'ouvrir à chacun un compte de 100 € avec un intérêt de 10 €. Ce montant créé par des chiffres, c'est-à-dire à partir de rien, permettra de disposer d'une masse monétaire de 1000 € sur la planète, remboursable en 6 mois. Après les premiers remboursements, le banquier prélève au total 100 € d'intérêt qu'il utilise pour ses propres dépenses. Au bout des 6 mois, la monnaie est épuisée car ils ont remboursé tout leur crédit. Nos 10 individus s'adressent au banquier qui leur propose de lui emprunter de nouveau, ce qu'ils acceptent. 1000 € sont de nouveau remis en circulation. Cette fois-ci, le banquier ne dépense pas les intérêts prélevés et au début du 5e mois, la concurrence s'accentue pour obtenir les rares monnaies restant en circulation afin de rembourser le crédit. Hélas, la monnaie manque à la fin du 5e mois, probablement les 100 € d'intérêt prélevés que le banquier n'a plus réinjecté dans le commerce. Cette situation s'appelle la crise économique. On ne peut plus vendre, on ne peut plus acheter parce qu'il n'y a plus d'argent en circulation, ou alors très peu. Parallèlement, on ne peut plus rembourser son crédit. C'est alors que sur une nouvelle proposition du banquier, les 10 individus acceptent de lui emprunter continuellement. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le capital coule à flot et les échanges se font sans difficulté. Cette situation s'appelle la croissance économique. Désormais, ils ne produisent plus pour leur bien-être. Ils n'ont qu'une obsession, avoir l'argent nécessaire pour rembourser leur crédit. Quant au banquier, il s'enrichit sans rien produire, ses journées étant rythmées par la création et la destruction de monnaie ainsi que la gestion des comptes. La nature, quant à elle, s'épuise et ses ressources disparaissent. Supposons que tout le monde rembourse ses dettes. Il n'y aurait plus de monnaie en circulation et l'économie s'arrêterait. Et tous les comptes seront à zéro. Et toutes les monnaies, les billets et les pièces disparaîtront.
D'ailleurs, il est peu probable que malgré leur volonté, ils arrivent à tout rembourser, car la somme due est supérieure à la quantité de monnaie en circulation. Pour rembourser la totalité du crédit, il faut donc que de nouveaux crédits soient contractés. Or, la monnaie s'achète car le crédit est une location de monnaie que le banquier met à votre disposition et les intérêts constituent le prix qui revient à la banque qui est la seule à la fabriquer par un jeu d'écriture chiffré. Une autre illustration est la situation des pays d'Afrique qui sont endettés par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, ainsi que les pays industrialisés. Faute de pouvoir rembourser leurs dettes, leurs ressources sont exploitées et les biens qu'ils ont acquis avec ces dettes saisis et privatisés afin de rembourser. Nous reviendrons sur cette situation dans une prochaine vidéo afin de pouvoir assimiler celle-ci. Je m'arrête pour l'instant, marquez une pause, likez la vidéo, abonnez-vous, essayez de la relire car c'est un document technique afin de pouvoir suivre la suite. À très bientôt.